Un mot d'abord peut-être avec vous, Janine Calimi, sur ce contexte aussi, cette agression de Nathalie Kosciusko-Morizet. On entendait Roger Carucci tout à l'heure à notre micro dire finalement qu'il n'était pas choqué mais pas étonné. Cela témoigne aussi de l'état, dit-il, de décrépitude de la démocratie et de l'opinion. Écoutez, c'était une violence, un contexte de violence, vous vous souvenez, qui nous avait tous étonnés pendant la campagne, avec notamment l'affaire Fillon, mais pas que, quoi. Il y avait une tension très particulière. On avait pensé comme une sorte de voile bienfaisant et bienveillant qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron à droite et à gauche, en même temps que tout d'un coup la France allait faire unité, voire fusion. Bon, il ne faut pas non plus faire de ce cas malheureux que tout le monde a regretté, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tout l'éventail des partis politiques, bien sûr, qu'ils ont regretté. Et tout le monde a souhaité un prompt rétablissement à Nathalie Kosciusko-Morizet. Il ne faut pas non plus transformer cette après-élection ou cet entre-deux tours en une bataille rangée, en un terrain de violence nationale. Il faut là aussi garder la mesure. C'est évidemment regrettable, mais voilà, le jeu démocratique va reprendre dimanche prochain. Enfin, continue plutôt, pardon. Qu'est-ce que ça dit de cette campagne, cette agression, selon vous? Bien sûr, hein, c'est vraiment tout à fait regrettable. C'est vraiment un geste totalement antidémocratique contre l'essence même de la démocratie, qui est un débat, qui est un affrontement sans violence. Ça témoigne déjà d'une très très longue séquence présidentielle, très très longue séquence politique. Mais Janine Calimi a raison de le rappeler, il y a déjà eu des faits, et notamment on se souvient aussi de la claque contre le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Manuel Valls en Bretagne. Ce qui est vrai, c'est que ça témoigne, si vous voulez, c'est des cas très isolés, très extrêmes, de quelque chose qui est plus vaste dans l'opinion, qui se traduit aussi par le succès d'En Marche, qui est une certaine forme de dégagisme. Les gens veulent absolument voir autre chose, et certains traduisent cette autre chose d'une façon totalement inappropriée. Tristan Quinault-Monpoil, sur cette agression. On le voit aussi parfois chez les militants, dans les meetings, les journalistes qui ont couvert les campagnes de certains candidats ont pu constater que parfois ils étaient sévèrement jugés dans les mots, parfois dans les gestes. On voit aussi, vous l'avez rappelé, que ça fait 1 an qu'on est en campagne, les primaires, la campagne présidentielle, la campagne législative. Donc c'est une séquence où un peu tout le monde n'en peut plus. Et puis il y a des mots, Henri Guénaud par exemple qui dit que son électorat est à vomir, ça peut crisper certains électeurs. C'est un peu tous pourris, voilà. Il y a une défiance aussi entre les politiques et les citoyens, entre ceux qui ne votent pas, le taux d'abstention aussi qui est assez important, c'est un élément qu'il faut prendre aussi en compte. Donc il y a un contexte de ras-le-bol, d'épuisement général, la politique commence un peu à saturer tout le monde, et vivement que ça se termine peut-être là, il est temps que ça s'arrête. Alors justement, Stéphane Azumsteg, que disent les dernières intentions de vote? On évoquait ce possible rééquilibrage, on a beaucoup parlé de cette majorité absolue qui s'annonce pour La République En Marche. Est-ce qu'elle est aussi sûre à 4 jours du second tour? Dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, il y a ce phénomène d'amplification entre la présidentielle et la législative qui a été constaté au premier tour, mais rien n'indique que ça devrait évoluer dans un sens différent dans les quelques jours qui restent et dans cette semaine. Bien au contraire, quand on regarde, on s'oriente véritablement vers un raz-de-marée qui sera à minima aussi important que ce qu'on a pu estimer au soir du premier tour. Là encore, il y a les sondages, et il y a aussi l'historique électoral des circonscriptions de ces 577 élections locales. Quand on le regarde, on imagine mal comment La République En Marche et le MoDem ne pourraient pas obtenir, on va dire, aux alentours de 450, peut-être même un peu plus de députés. Il n'y a aucun élément qui montre une inflexion particulière. Votre reportage le disait tout à l'heure, il y a une majorité de Français qui semble se révéler inquiète à l'égard d'une majorité absolue. Peut-être ce sont les Français, mais ce qu'il faut voir, c'est les Français qui vont voter. L'abstention a atteint évidemment un niveau record. Plus de la moitié des Français ne sont pas allés voter. Est-ce que les électeurs vont entendre les différents appels à la mobilisation des candidats dans cet entre-deux-tours? Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un sursaut démocratique dimanche prochain? C'est très compliqué de répondre évidemment à cette question, mais il y a un élément qui à mon avis, ne milite pas dans le sens d'une mobilisation, c'est qu'il y a sur 577 circonscriptions, 576 duels. Donc quelque part, il y a toute une partie de l'électorat, les gens qui ont voté pour la France Insoumise, pour parfois le Front National, la droite, le PS, peu importe, mais qui se retrouvent
dans une circonscription où leur parti ou leur candidat a été éliminé. Ce n'est pas un élément qui est de nature à susciter une participation importante. Donc moi, je pense que s'il fallait faire un pari, l'abstention sera encore un peu plus importante qu'au premier tour. Alors, Tristan Chinomopole et ensuite, oui. Peut être un peu moins important. Après, dans certaines circonscriptions, notamment dans les fiefs de droite où ceux qui étaient d'habitude élus dès le premier tour, et du coup des électeurs qui se sont dit que c'était peut-être pas la peine, qu'ils avaient justement un peu ras-le-bol de ce contexte général, qui ne se sont pas déplacés, là ils sont peut-être un peu piqués au vif, peut-être qu'il peut y avoir un petit surplus de mobilisation chez ces électeurs. Après, effectivement, les insoumis, par exemple, qui ne voient pas leur candidat qualifié, et pourtant ils ont fait un score assez important, peut-être qu'ils ne vont pas aller voter. Ouais. Par exemple, dans le 18e arrondissement de Paris, il y a presque un tiers d'électeurs qui ont voté soit pour les communistes, soit pour les insoumis. Est-ce qu'ils vont aller départager deux macronistes? C'est pas sûr. Ou inversement, Patrick Menucci, éliminé, qui ne donne pas de consigne de vote face à Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Yannick Halimi, on voyait ces différents couacs qui ont émaillé la semaine avec l'inexpérience de certains candidats dans des débats télévisés. Il y a aussi ces affaires qui touchent François Bayrou et le MoDem. Est-ce que ce sont des éléments de nature à infléchir un petit peu le scrutin de dimanche, selon vous? Écoutez, qui sait, mais je pense que non. Ça aurait déjà été le cas sur le premier tour. Quand même, les affaires il y a eu ce sentiment d'abord de surprise, puis d'accumulation des affaires avec l'affaire Ferrand, puis l'affaire des assistants parlementaires de Sarnez et Marielle de Sarnez et du MoDem, qui ont déjà eu lieu auparavant, avant le premier tour. Donc s'il y avait eu véritablement un impact, en plus ça a eu le temps de macérer, comme on dit, il aurait eu lieu dès le premier tour. Donc là, je ne pense pas que ce qu'on peut espérer, en tout cas les queues de comète, en tout cas les suites données dans la presse en tout cas aux affaires du MoDem, notamment, puissent infléchir véritablement. Non, le seul élément qui puisse infléchir, mais on en a déjà parlé, ce serait une mobilisation massive. Mais vu le peu de triangulaire, effectivement, cette mobilisation qui aurait pu être en faveur, en général aurait été en faveur du FN ou de la France Insoumise, peut-être du Parti socialiste, n'a pas lieu de s'exprimer. Donc je pense qu'effectivement la messe n'est pas dite, mais on est près de la fin, quoi. Près de la clap de fin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, enfin en tout cas leur parti, ont reculé de plus de 4 millions de voix entre le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour de l'élection législative. Donc la démobilisation, elle a déjà eu lieu. Et on a du mal à imaginer comment des gens qui finalement n'ont pas fait l'effort de continuer à soutenir leur parti favori le feraient sans motif particulier, sans quoi plus important que ceux auxquels on a pu assister ces derniers jours. Jean Bertolus, sur cet aspect d'hégémonie qui peut aussi peut-être faire peur aux Français, qui peuvent se dire finalement on va peut-être atténuer cet effet d'hégémonie qui s'annonce au Parlement. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à atténuer dans les urnes cet effet massif qu'on va voir à l'Assemblée nationale, parce que je pense que le maître mot de cette élection législative, c'est « on va lui donner sa chance ». En plus, il faut bien voir que c'est vrai que la commission d'investiture d'En Marche a pris des personnalités parfois implantées, mais a pris aussi des parfaits inconnus dans les circonscriptions. Mais c'est le cas aussi dans certaines circonscriptions parisiennes, où vous y allusion effectivement à quand même une certaine relative surprise dans des bastions de la droite, avec des députés LR qui sont vraiment très... Vous voyez, Claude Goasguen, justement. Claude Goasguen, oui, bien sûr. Et puis on peut penser à M. Lamour, à M. Goujon, vraiment des personnalités très, très enracinées. Certains faisaient face à des personnalités eux-mêmes relativement enracinées, d'autres faisaient face à des véritables inconnus. Donc, si vous voulez, la ligne de force de cette élection, c'est qu'on vote pour des étiquettes. On ne vote pas pour des personnalités. Il n'y a plus de carte électorale, d'ailleurs, ce qui est intéressant. Donc, je pense que, oui, les Français sont très interrogatifs par rapport à cette majorité importante, voire écrasante qu'il va y avoir. Ça n'est pas ça qui va être un facteur déclenchant de mobilisation. Tristan Chinomopole sur ce point. C'est vrai que ça en fait peut-être un mauvais procès de voir Emmanuel Macron arriver avec cette majorité absolue à l'Assemblée. C'est un petit peu de la mauvaise foi, selon vous, de dire attention, ça peut aussi faire peur, cette hégémonie? Je crois que tout le monde, en fait, effectivement, a admis que Emmanuel Macron allait avoir une majorité assez écrasante. Le risque, c'est qu'il y ait un autre tour, c'est dans la rue, en fait. On commence à parler un peu de la loi travail, de la réforme du code du travail, avec des ordonnances. Est-ce que ça va crisper des électeurs? Est-ce que ça va les amener dans la rue? Est-ce que ça peut être violent? On a parlé de violence en début d'émission, ça c'est un risque, c'est une possibilité. Le fait qu'il y ait un regain de mobilisation au second tour
ça me paraît difficile. C'est la suite surtout qu'il faudra regarder. Ça va aussi interroger sur la place, questionner sur la place de l'opposition, Janine Halimi. Certainement, d'autant plus qu'elle est très éclatée. C'est ça qui fait en fait la véritable différence avec les législatures et les mandatures précédentes, parce que à quelques dizaines de sièges près, et le régime de la Ve République et la plupart, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la plupart des présidents nouvellement élus ont eu cette majorité absolue avec des centristes en général, ou alors le Parti communiste pour le Parti socialiste lorsqu'il a été au pouvoir. Donc ça n'est finalement, ça n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, et à peine quelques mois, il y avait une opposition ou des oppositions relativement massives et structurées, à droite ou à gauche. Enfin là, c'était à droite du temps de Hollande. Voilà. Là, cette année, le Front National n'aura peut-être pas de groupe. Les Insoumis auront peut-être quelques députés avec le Parti communiste, voilà, et surtout le Parti républicain qui aurait pu être l'opposition officielle et logique, et encore, je dis, qu'est-ce qui est logique aujourd'hui ? Ce qui est logique aujourd'hui, je ne sais pas, ou le Parti socialiste également, il ne faut pas l'oublier, qui aurait pu être deux forces d'opposition, une à droite ou une à gauche. Le Parti socialiste va avoir entre 30 et 55 députés, et les LR vont peut-être avoir plusieurs groupes à l'Assemblée, puisqu'ils sont un peu fracturés. Donc c'est ça qui fait problème à eux de s'organiser et de faire entendre leur voix d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi le jeu des commissions, des présidences de commission, etc. Ils vont pouvoir se faire entendre dans ce cadre-là, plutôt peut-être qu'en séance publique. Jean-Jean Bertolus. Pour effectivement continuer le propos de Janine Halimi, ce qui va être très intéressant, c'est on rentre vraiment dans une terre inconnue en politique. C'est ça qui est à la fois très intéressant et un petit peu vertigineux. Et pour deux raisons. D'une part, effectivement, on va avoir ces 430, 450 députés d'En Marche. Je ne fais pas un pronostic. Les sondages nous donnent ça. Parmi eux, 25 députés sortants seulement, sans doute plus qui ont de l'expérience, mais quand même beaucoup qui n'ont aucune expérience. On l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. Donc il va falloir trouver des responsables de commission, et pas seulement des présidents de commission, des vice-présidents, et pas seulement des vice-présidents, des personnalités qui représentent En Marche au sein de ces commissions, des questeurs, des vice-présidents. Donc là, on va assister à un phénomène assez intéressant. Mais en face, évidemment, les groupes vont être très restreints. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant pour l'opposition, quelle qu'elle soit, de droite, de gauche, voire même d'extrême droite, c'est que c'est non seulement la faiblesse de la représentation parlementaire qui est aujourd'hui en cause, mais le fait même que les partis ont un problème, chacun, idéologique, que les partis, c'est-à-dire qu'on pourra même pas avoir des partis qui, en dehors de l'Assemblée, jouent le rôle d'opposants, car aujourd'hui, les partis eux-mêmes, dans leur base politique, sont extrêmement fragilisés. Et vous parliez effectivement de la rue. Les syndicats, on l'a bien noté jusqu'à présent, sont relativement prudents sur la réforme de la loi travail. On n'a pas encore attaqué le cœur, mais les syndicats eux-mêmes ne sont pas porteurs, et surtout après les mouvements contre la loi El Khomri, vont être très prudents. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans une terre inconnue, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une opposition. Comment elle va se manifester ? Aujourd'hui, c'est la question. Elle est à inventer. Stéphane Zumseg, on parlait aussi de cet aspect étiquette. Est-ce que ça a compté dans les motivations des électeurs, dans ce que vous avez pu observer ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit au travers des résultats. Que quand un parfait ou une parfaite inconnue est en tête au premier tour, c'est bien que c'est l'étiquette qui a joué le plus. D'ailleurs, c'était intéressant dans les différentes enquêtes qu'on a pu mener. On mettait en concurrence l'étiquette, le programme, l'honnêteté, l'image de la personnalité. Grande nouveauté, c'est les Français que nous interrogions nous disaient qu'ils accorderaient une importance particulière à l'honnêteté, ou en tout cas à la réputation des candidats. Et on a eu des Français qui sont allés chercher sur Internet finalement ce que l'on disait, ce qu'avaient fait les candidats, même quand ils étaient parfaitement inconnus. Mais l'étiquette, elle a joué plus que d'habitude. Avant ce scrutin, on s'attendait évidemment à une Bérézina pour le Parti socialiste, voire à un effacement. C'est ce à quoi on va assister dimanche prochain. Malgré tout, je me souviens très bien, dans les analyses, dans les discussions qu'on pouvait avoir avec notamment les hommes politiques, ils nous disaient très bien,
Mais là, il y a des sortants, ils sont implantés depuis 10, 20, 30 ans. Il y aura une équation personnelle. Cette équation personnelle n'a absolument pas joué. Quel que soit le talent, quel que soit l'enracinement de ces députés, ils ont été balayés. Certains, peut-être à raison parce qu'ils étaient là depuis trop longtemps, mais d'autres avaient fait un très bon travail, ils ont été effacés. Et c'est la même chose aussi à droite. La droite va sauver quelques dizaines de sièges, peut-être qu'elle frôlera les 100 sièges, mais malgré tout, l'étiquette n'a pas suffi, y compris dans les bastions de droite. Regardez ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine, regardez ce qui s'est passé dans l'Est de la France. Ces gens-là qui étaient persuadés d'avoir des circonscriptions à vie, eh bien on fait entre 10 et 20% au premier tour. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la mécanique et la dynamique Macron, hein, pour faire vite, ça, il n'y a pas de doute. Il y a quand même un petit bémol, ou en tout cas un petit degré, une autre explication aussi à donner, c'est que les autres partis également, au-delà d'En Marche, qui avaient ses propres nouveaux candidats par nature, presque, même s'il y avait des députés socialistes, notamment, qui avaient rejoint le mouvement, à cause de la loi sur le non-cumul des mandats, il y avait énormément aussi de nouvelles têtes chez les LR, chez les socialistes, je ne parle même pas évidemment de France Insoumise, mais enfin c'est chez ces deux partis-là. Donc il y a aussi l'effet étiquette qui a été redoublé, puisqu'il y avait moins, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je crois que les LR, me semble-t-il, avaient 60% de candidats non sortants, enfin nouveaux. Oui, c'est à peu près la même proportion, à mon avis, au Parti socialiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui est vrai, c'est que les députés, par exemple, qui étaient moqués, d'ailleurs, enfin, ou tout cas désignés du doigt, comme je pense à Michel Destaut, l'ex-maire de Grenoble, oui, qui espérait un 5e mandat, comme Gérard Bapt, comme Patrick Menucci à Marseille, qui lui pensait presque être le seul député socialiste de Nice à Montpellier, des véritables personnalités dans leur circonscription, elles ont été balayées. Alors pourquoi aussi elles ont été balayées ? Elles ont été balayées par la dynamique d'En Marche, mais elles ont été balayées simplement parce que les électeurs assistaient, que ce soit chez LR ou que ce soit au Parti socialiste, au débat de la campagne qui était est-ce qu'on est dans l'opposition ou est-ce qu'on, enfin, dans l'opposition ferme ou dans l'opposition constructive. Ce qui n'est, en fait, il n'y a pas eu de campagne. Ouais. Voilà, il n'y a jamais eu de campagne dynamique de la part de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opposition. C'est-à-dire qu'En Marche a fait exploser tout ça. On le répète maintenant, effectivement, plus personne ne savait s'il votait pour l'opposition, sauf peut-être les électeurs de la France Insoumise et du Front National, évidemment, mais plus personne ne savait véritablement s'il votait pour quelqu'un de l'opposition ou de la future majorité. Alors justement, puisqu'on parle de l'opposition, est-ce qu'elle va pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir ? Élément de réponse avec Flora Sauvage. C'est le Graal de toute élection législative. À partir de 289 députés, un groupe est assuré d'avoir la majorité absolue. Avec des prévisions annoncées autour de 400 députés pour La République En Marche, quelle place restera-t-il pour l'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale ? La droite, qui a essuyé une défaite cuisante au premier tour des législatives avec 20% des voix, met en garde contre la majorité absolue. S'il n'y a plus d'opposition, c'est la démocratie qui est en danger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est concrètement, à l'Assemblée nationale, tout est proportionnel. Si nous n'avons pas 60 députés, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Je me dis, mais il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de députés LR. Monsieur Macron, il aura sa majorité. Hormis la majorité absolue, pour exister à l'Assemblée nationale, on peut, à partir de 15 membres, constituer un groupe parlementaire. Il donne droit à un secrétariat administratif, à un temps de parole sanctuarisé pour les débats et à une place acquise à la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée. L'opposition existera et elle disposera des droits qui lui sont attribués par le règlement de l'Assemblée nationale, à savoir poser au moins la moitié des questions d'actualité, avoir un droit de tirage pour créer des commissions d'enquête, etc. Le seul problème, c'est qu'elle va manquer d'hommes et de femmes pour pouvoir exercer ces droits, puisqu'ils seront assez réduits, donc ils vont devoir travailler davantage. Pour provoquer la chute du gouvernement ou empêcher l'adoption d'un texte, il faut 58 députés afin de déposer une motion de censure. Et pour saisir le Conseil constitutionnel, le seuil s'élève à 60 députés. L'objectif dimanche, pour ces futurs membres de l'opposition, est d'atteindre un maximum de sièges afin d'utiliser tous les outils à leur disposition. Tristan Quineau-Maupoil, ça va être compliqué pour l'opposition de jouer réellement son rôle de contre-pouvoir. On entendait Jean-François Copé s'en inquiéter. Ça va être intéressant à droite de savoir déjà combien de constructifs, c'est le terme qu'ils utilisent, et combien de républicains, on va dire, purs et durs. Si on regarde les résultats du premier tour, ceux qui étaient les plus durs, on va dire les plus à droite, ont été balayés, soit éliminés dès le premier tour, soit ce sont quasiment eux qui ont les résultats les plus faibles. Ceux qui s'en sortent le mieux, il y a quelques centristes, quand on regarde les 20-30 premiers, ceux qui justement s'appellent les constructifs. Donc
peut-être que finalement, parmi tous ceux qui seront des députés républicains, ce seront en fait une partie de la nouvelle majorité. Donc on a un peu de mal à s'y retrouver, mais combien de républicains seront réellement dans l'opposition? Finalement, peut-être pas tant que ça. Donc ça va être difficile effectivement de mener un travail d'opposition clair à l'Assemblée avec un nombre restreint de parlementaires. Ça aura des conséquences quand même, oui, justement. Et encore, on nous annonce un groupe parlementaire ici en marche au Sénat. Ah oui. Les cartes vont certainement être Patria, peut-être à sa tête, rebattues, Yannick Halimi, sur ce point. Il y a quand même des choses intéressantes sur l'aspect, effectivement, saisine du Conseil constitutionnel, ce qu'on vient de voir sur le droit de tirage. Il y aura quand même une opposition peut-être muselée qui aura moins de droits, justement. Moi, pardonnez-moi, mais je m'inscrirais en faux. Moi, je n'utiliserais pas ces termes-là. Muselé, ça veut dire une volonté délibérée de la part du pouvoir exécutif, en l'occurrence, de ne pas donner ses droits à l'opposition. Non, il y a une démocratie qui a fonctionné, qui a bien fonctionné. Souvenez-vous de la passion qui a pris le corps électoral, enfin toute la France pendant au moins la présidentielle. Donc non, elle ne va pas être muselée, c'est comme ça. À elle maintenant de faire valoir ses arguments pendant la campagne qui n'est pas terminée. Et puis après, on espère tout de même effectivement qu'ils auront de quoi déposer une motion de censure, saisir le Conseil constitutionnel et autres petites choses à voir, quelques peut-être présidents de commission, puisque ça fait partie de la réforme que veulent promouvoir certains députés, anciens gardes des Sceaux, etc. Mais à elle de se saisir de tous les pouvoirs qui sont les leurs. Voilà, il y aura aussi quelques ténors. Il ne faut pas oublier la force de la tribune aussi. Les séances publiques sont là aussi, en plus sont diffusées sur toutes les ondes maintenant. Il y aura des tribuns, il y aura probablement Marine Le Pen, il y aura probablement Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas que le nombre de voix, il y a la portée de la voix aussi de certains d'entre eux. Voilà, à eux d'user de toutes leurs armes. Oui, ça c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ores et déjà, on peut s'attendre, on y verra plus clair lundi, mais à quelques prises de parole qui vont faire date, surtout qu'on aura face effectivement à ces tribuns que vous évoquiez, une masse de députés qui eux-mêmes ne sont pas forcément des tribuns. Mais pour aller exactement dans ce que vous disiez, ce qui va se passer sans doute au sein du groupe LR, c'est-à-dire une scission entre une droite ferme et la droite des constructifs, ça va se passer exactement de la même manière au PS. C'est-à-dire qu'au PS, c'est pas compliqué. Quand vous regardez les résultats du premier tour, que vous voyez un socialiste qui arrive à peu près à 40% des voix, vous êtes à peu près sûr qu'il n'avait pas de candidat En Marche face à lui. Donc ça veut dire que comment vont se situer un petit peu ces socialistes? Parce qu'il y a une petite question, c'est-à-dire qu'avec une majorité aussi importante, on l'a dit, mais c'est vrai, ils servent moins les constructifs et les socialistes qui ont rejoint la majorité présidentielle. Mais il va y avoir certainement quand même, non pas forcément pour arriver à 58 ou 60, pour actionner institutionnellement ce que peut être l'opposition, on va se parler dans les groupes, on va se parler entre la France insoumise et ce qui va rester du Parti socialiste. Et il va certainement y avoir aussi quand même quelques éléments d'En Marche qui vont peut-être se révéler d'une manière ou d'une autre. Et un groupe aussi important, ça crée des sous-groupes nécessairement. Aujourd'hui, personne ne se connaît. Donc c'est formidable. Des frondeurs, vous pensez, Jean-Jean Bertolus, au cours du quinquennat? Il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que Emmanuel Macron a promis de réduire le nombre de parlementaires. Il veut baisser d'un tiers, je crois, le nombre de députés. À tous ces jeunes députés qui sont arrivés, qui sont censés quand même contrôler un peu l'action du gouvernement, y compris les députés de la majorité, est-ce qu'il ne va pas être agité le chiffon rouge de redessiner leur circonscription, puisqu'il faudra moins de parlementaires? Ça va être quand même un élément de pression de l'exécutif sur ces parlementaires qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'ils vont aller contrôler le gouvernement de manière très efficace? C'est pas sûr. Alors selon les projections, il y aura au moins 400 députés macronistes dans la future Assemblée, alors qu'il n'a obtenu qu'un tiers des voix au premier tour. Des partis ayant obtenu plus de 10%, eux, auront un très faible nombre de députés. Doit-on instaurer une dose de proportionnelle aux prochaines législatives ?
Alors, ça devient un serpent de mer. Souvenez-vous, le président Sarkozy avait dit qu'il instaurerait une dose de proportionnelle. On n'a rien vu. Même chose pour François Hollande. On n'a rien vu. Et même chose maintenant pour Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a urgence parce que la non-représentation de partis importants, de forces politiques importantes, je pense à France Insoumise ou bien sûr au Front National, à l'Assemblée nationale, où leur représentation complètement marginale pose problème. Comme le disait Dominique Rousseau dans le sujet que l'on vient de voir, les assemblées, elles sont là pour représenter la nation. Et là, il y a un problème. À quel seuil doit être instaurée cette dose de proportionnelle? Parce que vous parlez de la représentativité, mais il faut aussi éviter un risque de blocage. Comment améliorer cette représentativité sans créer une instabilité? Alors, il faut bien comprendre qu'un mode de scrutin, ça a deux fonctions. Représenter, mais aussi dégager une majorité. Donc il faut trouver un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est quoi? C'est de garder une majorité de députés élus par le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours que nous connaissons et d'introduire un correctif proportionnel. Alors, est-ce que c'est 60 députés sur une liste nationale élus à la représentation proportionnelle intégrale avec un seuil, par exemple, à 5%? Est-ce que c'est 80 députés? Ça se discute. Et en effet, par cette mixité de la proportionnelle et du majoritaire, on peut trouver un point d'équilibre où on représente mieux tout en n'entamant pas la capacité d'un mode de scrutin à dégager clairement une majorité aux yeux de l'opinion. Alors avec plus de 400 députés, toujours selon les projections, est-ce que l'Assemblée nationale ne va pas devenir une simple chambre d'enregistrement? Alors ça n'est pas la première fois. Quand vous regardez 1993, 1981 pour la gauche, 1968 pour la droite, il y avait déjà des groupes majoritaires qui étaient tout à fait bedonnants, j'allais dire. Bon, là, cette fois-ci, ce qui amplifie l'impression d'une majorité écrasante, c'est le fait que c'est un seul parti, une seule force. La République en marche et non pas, par exemple, l'Alliance RPR-UDF, comme c'était le cas en 1993, avec un véritable risque. C'est que s'il y a un groupe écrasant, il n'y a pas de véritable débat démocratique avec l'opposition ou les oppositions, et donc le débat se déplace à l'intérieur du groupe avec tous les effets pervers que l'on connaît. Un risque de frondeur ? Bien sûr, on en a déjà peut-être un avant-goût avec l'affrontement récent entre le Premier ministre et le garde des Sceaux. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le profil des nouveaux députés, qui pour la plupart sont des novices en politique. Est-ce que ce n'est pas une dévalorisation de la fonction parlementaire ? Alors, ça n'est pas non plus complètement nouveau. La dévalorisation de la fonction parlementaire est un processus qui est entamé depuis de nombreuses années. Ça tient aussi au fait que, le travail de député n'est pas suffisamment important dans le dispositif de la Ve République. L'exécutif continue à avoir un poids écrasant vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il faut rééquilibrer les choses. Est-ce que véritablement le noviciat, c'est une très bonne chose parce que ça permet un renouvellement, mais le noviciat aussi, ça peut aller, on verra, ça peut aller avec une certaine dose d'amateurisme. Et à ce moment-là, ça renforce la notion de parti godillot. L'hégémonie d'En Marche qui s'annonce à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas être une chance pour le Sénat ? Alors, ça sera une chance pour le Sénat parce qu'au fond, dans ce dispositif où l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale vont être, bien sûr, extrêmement cohérents, du moins dans un premier temps, sous l'égide de La République En Marche, on voit bien que la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Les checks and balances, disent les Américains. Et là, il y a au fond aujourd'hui un seul lieu institutionnel, c'est le Sénat, qui n'a pas tout à fait la même couleur politique que la majorité qui se met en place. Et donc le Sénat a un rôle dans les mois et les semaines qui viennent tout à fait important à jouer. Et il va pouvoir jouer, du coup, il va pouvoir miser sur l'incarnation du pluralisme au Parlement ? Voilà. L'incarnation du pluralisme, si en effet, dimanche prochain, on a un palais Bourbon très homogène, sous la couleur La République En Marche, eh bien la diversité politique, elle sera où? Dans les institutions nationales, elle sera au Sénat. Et on parlait aussi de ces novices en politique. Est-ce que les sénateurs ne vont pas aussi miser sur le fait qu'eux ont l'expérience, ils connaissent les arcanes du Parlement? Et on le sait, on le voit bien dans le travail législatif. Depuis des décennies, le Sénat est un artisan majeur de la qualité du travail législatif. Eh bien, ça continuera certainement dans l'avenir et peut-être que ça va s'accentuer.
Et que ça va renforcer le bicamérisme et peut-être le rôle du Sénat aux dépens de l'Assemblée. Voilà, et on a vu dans la période récente le bicamérisme sans cesse remis en cause. Je crois qu'il serait très imprudent aujourd'hui de continuer sur cette ligne. Alors on va en venir à votre livre, Pascal Perrineau, cette France de gauche qui vote FN. Il y a 5 ans, le Parti socialiste avait tout. L'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions. Aujourd'hui, il fait 6% à la présidentielle, va avoir un groupe parlementaire qui sera le plus faible sous la Ve République. Comment vous expliquez ce désastre ? Alors d'abord, il y a le phénomène d'usure du pouvoir. Les 5 ans du quinquennat Hollande ont eu des effets délétères sur la santé électorale de la gauche, avec le phénomène des frondeurs qui annonçait un parti socialiste divisé et donc faible. D'autre part, c'est un parti socialiste qui n'a pas su, comme bien d'autres partis, mais qui n'a pas su se renouveler. Et troisièmement, c'est un parti socialiste qui a été pris dans un véritable casse-noix entre, au fond, une social-démocratie modernisée style Macron et le retour à une gauche pure et dure avec la France insoumise. Et donc, entre ces deux éléments, le Parti socialiste n'avait, pour ainsi dire, presque plus d'espace. Il lui restait les 6-7% qu'il a eu. Est-ce que ce n'est pas aussi un Parti socialiste qui s'est éloigné des valeurs de la gauche et dont les électeurs, les classes populaires notamment, sont allés vers le Front National ? Alors on le voit bien, on ne gagne pas une élection ou on ne se tient pas bien dans une élection sans le peuple, sans ces catégories d'ouvriers, d'employés. Et le Front National, peu à peu, a vu le peuple le quitter. Je le mesure dans l'ouvrage que je viens de faire. Un des éléments de la crise du Parti socialiste, de la crise de la gauche en France, c'est qu'au fond, les catégories populaires ont largement quitté la gauche et que les électeurs de gauche qui aujourd'hui votent Le Pen, ils vous disent très souvent « Mais ça n'est pas moi qui ai changé. Je continue à partager les valeurs sociales qu'incarnait la gauche. C'est la gauche qui a changé et donc nous l'avons quittée, cette gauche. » Alors justement, Marine Le Pen, on va l'écouter puisqu'elle elle veut évidemment récupérer ce vote des classes populaires et elle les appelle à la mobilisation pour dimanche prochain. On l'écoute. Il n'y a pas de gueule de bois. Nous savons très bien que la vie politique est aussi faite de ces flux et de ces reflux. Et c'est vrai que la vague contraire a été forte et assez imprévisible et assez dramatique dans ses conséquences. Parce que l'opposition, de manière générale, sort de ce premier tour extrêmement affaibli, avec des perspectives d'une armée de soldats aux ordres d'Emmanuel Macron qui entrerait à l'Assemblée et qui trusterait peut-être même plus de 80% de l'Assemblée nationale. Ça me paraît extrêmement inquiétant, surtout lorsqu'on analyse la très très forte abstention. Alors on entend Marine Le Pen chercher ce vote des électeurs populaires. Est-ce que ce vote des électeurs de gauche vers le Front National, est-ce qu'il date du quinquennat de François Hollande ou est-ce que c'est un phénomène qui est plus ancien ? Non, le processus a commencé avant. Je l'avais décelé dès la présidentielle de 1995. Au fond, il y a eu 2 périodes dans la dynamique électorale du Front National. Dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'est avant tout un Front National qui se nourrit des déçus de la droite. Et puis après, ça change. Et d'ailleurs, le Front National change. Il ne dit plus qu'il est à la droite de la droite. Il dit en effet ni gauche ni droite, français. Donc on ne peut plus le qualifier, au vu de ses électeurs, de son électorat de sa ligne, on ne peut plus le qualifier de parti d'extrême droite. Voilà, c'est un parti qui en tout cas commence sa mutation et l'électorat suit. Une partie d'électeurs populaires, d'électeurs de gauche, rallie le Front National qui devient peu à peu un parti social. Au fond, ce qui a facilité le passage d'un électorat de gauche vers le Front National, c'est le fait que les gens n'ont pas l'impression d'avoir changé, ils continuent à voter social. Alors du coup, vous dites dans votre livre que la gauche se retrouve quelque peu reléguée du statut d'acteur décisif de la vie publique à celui d'observateur. Quelle leçon elle doit en tirer, cette gauche qui est en train de se reconstruire ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, elle doit d'abord certainement entreprendre un renouveau générationnel qu'elle n'a pas su entreprendre. Ça, c'est un travail et un défi majeur. Qui va incarner cette gauche socialiste ou social-démocrate dans les années qui viennent entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ? Pour l'instant, selon vous ? Il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne. Surtout que la vague de protestation du premier tour a éliminé, j'allais dire, une vieille génération socialiste, mais éliminé également une nouvelle génération. Regardez les difficultés rencontrées par Matthias Fekl ou Najat Vallaud-Belkacem. On voit bien que les électeurs n'ont pas été tendres. Et puis, d'autre part, il faut certainement entreprendre un travail d'identité. Les socialistes, on le voyait depuis pas mal de temps, n'avaient
plus de messages spécifiques à adresser à la société française et particulièrement à ces catégories populaires qui parfois vont très loin du Parti socialiste. Il faut reposer un bon diagnostic sur les clivages actuels de la société française et à partir de cela, définir ce qu'est une social-démocratie au XXIe siècle. Pour l'instant, elle pourra encore les reconquérir, ces classes populaires. Oui, le processus sera long. Le processus sera long, mais il y a urgence d'ailleurs pour toutes les sensibilités de la gauche à s'adresser à ces catégories populaires. Qu'est-ce que la gauche sans le peuple? C'est une absurdité. Merci beaucoup Pascal Perrineau. Je rappelle le titre de votre livre, Cette France de gauche qui vote FN aux éditions du Seuil. On voit bien aujourd'hui une nouvelle assemblée qui est en train de se dessiner. Première question pour vous, André Gattolin, vous qui avez vécu ça ici au Sénat il y a désormais 6 ans. Est-ce que vous avez une petite peut-être pensée particulière pour ces futurs députés issus de la société civile? C'était le cas du groupe écologiste qui avait vu le jour au Sénat en 2011 et qui vont faire leur premier pas la semaine prochaine à l'Assemblée. Ah ben oui, si on prend les cases, les critères en marche, je les cochais toutes il y a 6 ans, venus de la société civile, européen, sans formation à la vie politique locale, puisque c'est mon premier mandat, je n'avais jamais assisté à un conseil municipal. Je rencontre beaucoup de ces jeunes candidats, certains vont être élus, j'en ai rencontré beaucoup cette semaine, qui viennent demander des conseils et qui se rendent compte que c'est possible de faire un bon travail parlementaire sans être un professionnel de la politique. Et qu'au contraire, l'expérience qu'on a pu avoir dans la société civile, que les autres n'ont pas souvent, parce qu'ils ont commencé assistants parlementaires et puis terminent députés ou sénateurs sans véritable expérience ou une expérience administrative ou de fonction publique. C'est autre chose. Hein. Quand vous êtes parlementaire et puis que vous savez que votre mandat s'arrête, vous n'intéressez pas dans la fonction publique, vous avez envie de faire quelque chose de votre mandat. Et moi, ça m'a motivé. Et comme je dis, j'ai voulu être un sénateur honorable. Si on regarde aujourd'hui les classements citoyens, de regard citoyen, je crois que je suis en tête au Sénat. Voilà, donc comme quoi, en travaillant, on peut faire des choses. Et puis j'ai fait passer quand même une jolie petite loi parlementaire contre l'avis du gouvernement. C'est la première en 15 ans, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans de bouteille au Sénat pour faire, ou à l'Assemblée nationale pour arriver à faire des choses. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Moinet, avec ce que vient de dire André Gattolin? On n'a pas besoin d'être un véritable professionnel de la politique. Ça va être facile pour les prochains députés, justement, de se mouler aussi dans la machine parlementaire assez complexe, il faut le rappeler. Oui, non seulement on n'a pas besoin, mais on a peut-être besoin de l'inverse, même si le profil ne fait pas forcément l'efficacité politique. Mais c'est vrai que c'était une promesse du candidat Macron, 50% des candidats, pas tous, issus de la société civile, 50% de femmes aussi, donc 2 promesses tenues, on va voir à l'usage. Mais c'est vrai que l'encadrement du travail parlementaire par notamment les hauts fonctionnaires de l'Assemblée et du Sénat est de haute qualité. Hein. Il y a des expertises très présentes dans les assemblées et tout ça balise le terrain, notamment sur les procédures. Et il peut paraître être sain, effectivement, qu'un renouvellement ait lieu non seulement du point de vue idéologique, mais aussi des profils qui ont été tant décriés, peut-être à tort, peut-être à l'excès et exploités aussi. Est-ce qu'il va réellement avoir lieu ce renouvellement idéologique s'il y a une majorité aussi absolue pour Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que les différents profils vont pouvoir s'exprimer librement dans l'enceinte de l'hémicycle? Oui, je pense que la politique a horreur du vide. Et c'est vrai que quand il y a une majorité très massive, on l'a vu dans la période antérieure, on pense découvrir un mouvement, mais c'est vrai qu'en 81, ça a eu lieu, en 93, avec la droite, en 68, après les mouvements, il y a eu une sorte de mouvement conservateur très fort qui faisait dire d'ailleurs qu'il suffisait d'avoir l'étiquette, on pouvait mettre l'étiquette UNR à un chien et il serait élu. Donc tout ça a existé dans le passé. Une chèvre aussi. Voilà. Donc sous la Ve République, ces mouvements amplifiés par le mode de scrutin ont eu lieu, mais c'est vrai que des pluralités vont naître aussi de cette amplitude. Absolument. Et pourtant, Denis Jeanbart, on a vu cette semaine l'inexpérience de certains candidats En Marche qui peut aussi inquiéter les Français. Oui, mais comme ça vient d'être dit, dès lors qu'ils mettront le pied dans l'Assemblée nationale, ils recevront leur kit et en effet, il y a une administration pour les encadrer.
Moi, personnellement, j'ai toujours été assez hostile à l'idée de la professionnalisation de la politique, parce que j'ai toujours considéré que la politique, c'était pas une profession, c'était une mission. Et donc, vous pouvez venir de la société civile et être prêt à remplir une mission au service de l'intérêt général. Alors, la première chose, à mon avis, qu'il faut faire, c'est que en finir peut-être avec l'idée aussi que les députés sont des assistantes sociales. Ils sont là pour représenter l'intérêt général et non pas pour représenter l'intérêt particulier de leur circonscription et de leurs électeurs. Absolument. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors qui me préoccuperait un peu dans cette arrivée massive, c'est de voir la composition sociale des élus d'En Marche. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est près de 69% qui viennent des classes supérieures et simplement 8-9% des classes populaires. Donc là, il y a naturellement un comportement social qui va être induit par l'origine de chacun des... Il y avait déjà plus beaucoup d'employés d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Je suis naturellement d'accord avec ça, mais si vous voulez, par rapport à l'espérance suscitée par cette arrivée, on dit la société civile, oui, mais enfin, c'est une certaine société civile, et donc là, il risque d'y avoir un déficit, j'aime pas beaucoup utiliser le mot démocratique, mais de représentation, en tout cas, d'une partie de la population, qu'on voit d'ailleurs s'abstenir dans cette élection. C'est cette partie de la population qui n'est pas allée voter au premier tour, qui risque de ne pas voter au second tour, et qui ne peut pas tomber en déshérence dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'il faut s'occuper de cette partie de la population, parce que si, ce que nul ne peut souhaiter, le président Macron échouait, alors nous vivrions un véritable drame démocratique. Benjamin Morel, vous avez observé les parcours des parlementaires, plus précisément des sénateurs. Comment ça se passe des premiers pas à cette légitimité d'experts, c'était rappelé à l'instant par André Gattolin, qui a pu être acquise au fil de leur mandat? Ça se passe en plusieurs étapes et ça se passe surtout à travers une socialisation à l'institution, puis une socialisation au pairs. Et c'est pour ça que je serais peut-être un peu plus mesuré sur le sujet que vous avez les uns et les autres abordé, parce qu'on on va avoir un nouveau groupe parlementaire qui, selon toute probabilité, sera très important, mais qui en fait comporte assez peu d'anciens. Et c'est pas la même chose d'être, je dirais, pas un novice en politique et d'être un novice parlementaire. C'est-à-dire qu'un nouveau parlementaire, être parlementaire, c'est en soi non pas un métier, j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est tout de même une pratique. C'est quelque chose, c'est un métier qui vous pousse, en tout cas qui vous conduit à transformer des idées politiques en normes, en lois. Et la façon dont on fait ces lois, c'est pas tout à fait évident. Même quand on est juriste, faire la loi, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et alors vous disiez, oui, il va y avoir des administrateurs, oui, etc. Mais les administrateurs, ils seront là pour le rapporteur. C'est-à-dire que pour la personne qui va être nommée par la commission pour prendre en charge un texte. En revanche, pour le parlementaire, je dirais lambda, qui va vouloir déposer un amendement, là, il sera seul. Il sera seul avec éventuellement ses collaborateurs. Il faudra bien qu'il les choisisse. Là, ça va être un gros enjeu et ça va être très intéressant de voir la sociologie de ces collaborateurs parlementaires. Mais il va y avoir pour eux un vrai enjeu s'ils veulent exister comme des législateurs, ce qu'ils sont censés être. Écoutez, quand je lis, j'ai la curiosité de lire des textes de loi parlementaires, des lois adoptées. C'est une vraie préoccupation, mais qui n'est pas, à mon avis, nouvelle. Quand vous regardez notamment sur la mandature qui vient de s'achever, la qualité des textes législatifs, ça pose beaucoup de questions. Franchement, il y a un affaissement du travail législatif qui est impressionnant. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la première chose, ça devrait être que tout le monde puisse la comprendre. Souvent du gouvernement. On a un doublement de la production de la loi. Alors, en 20 ans. Oui, et on a souvent le sentiment que c'est écrit dans la précipitation, dans un jargon inaccessible aux citoyens. Alors, il faut espérer une amélioration de la situation avec ces nouveaux députés. Vous pensez dans l'écriture de la loi ? Il y a un passif. Oui, puis c'est vrai qu'en France, on a pu assister à ce qu'on a appelé l'inflation législative. En France, on adore faire des lois parfois de circonstances. On l'a vu dans le mandat antérieur au dernier d'ailleurs, on a appelé des projets de loi faits divers. Et c'est vrai que ce qui manque en France, d'ailleurs à contrario, c'est aussi la fonction d'évaluation de la loi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire moins de lois, mais mieux les évaluer ensuite.
au bout de 2-3 ans. Et c'est vrai que contrairement à d'autres démocraties occidentales, on a moins le réflexe en France d'évaluer l'impact des lois, leur application d'ailleurs. Il y a eu une commission qui avait été créée au Sénat, qui sur a été l'application supprimée, des lois. mais on fait régulièrement, moi je suis à la commission des finances, pas plus tard que la semaine passée, on a fait une évaluation de l'application des lois. Et c'est un vrai problème, parce qu'on fait la loi, on n'est pas des législateurs, on traite une proposition, on amende quand on peut, et quand bien même vous parvenez à amender, il y a des décrets d'application derrière. Alors, dès que c'est d'initiative parlementaire, ça prend 2 ans, 3 ans. On a certains amendements qui sont passés et votés largement, qui sont démolis par l'application et par les décrets. Je voudrais qu'on revienne au profil des élus. Ouais. Est-ce que disait Denis Jeanbart aussi sur la représentation, sur le rôle du parlementaire, à la fois représenter les intérêts d'un territoire, mais aussi l'intérêt général? Comment voyez-vous les choses? Non, moi je crois qu'un parlementaire, il est là pour représenter l'intérêt même général, même pas national. Au Sénat, quand même, vous représentez les territoires. Oui, les territoires. Mais honnêtement, moi je ne porte dans le discours, dans l'hémicycle ou dans les commissions, des sujets qui relèvent de mon département, les Hauts-de-Seine, quand ils ont un intérêt national. Parler de la défense, du centre d'affaires de la défense ou des problèmes de circulation ou du développement du Grand Paris, c'est d'intérêt national. Mais franchement, je ne suis pas là pour remplacer le conseiller municipal ou le conseiller départemental. C'est la folie de ce mode de scrutin où on a des espèces de poupées russes où tout le monde occupe les territoires et au bout d'un moment ne représente plus rien. Moi, je suis étonné de la faible qualité moyenne, on va le dire, des parlementaires nationaux français quand on les compare avec les parlementaires nationaux allemands. Je reçois régulièrement des délégations, des gens qui viennent m'auditionner allemands. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement sur quoi vous basez le niveau, c'est-à-dire que malheureusement, trop de gens sont centrés sur leur territoire, doivent leur élection au fait qu'ils ont été élus municipaux, puis maires, puis conseiller général, et qui n'ont pas de capacité à penser l'intérêt général. C'est pas l'agression. Et je trouve, pour vous dire, je termine sur l'Allemagne, le niveau des gens et les questions que me posent mes collègues allemands en termes de vision et de prospective, c'est autre chose que certains débats que nous avons parfois en commission. Alors, à mon avis, oui, il y a 2 points qui là-dessus sont assez centrales. Et on va assister probablement, la démocratie fait qu'il faut quand même commenter les résultats une fois qu'ils sont parus, et le second tour est dimanche. Mais on va probablement assister à un renouvellement important de l'Assemblée nationale. Il y a une deuxième révolution qui va se produire, c'est la fin du cumul des mandats. Et ce que vous dites... Une troisième, la présence des femmes. Oui. Vous allez y venir, et la féminisation et la parité. Allez-y, Benjamin. Sur cette question de la fin du cumul des mandats, on va avoir un nombre de parlementaires qui en fait n'auront jamais connu de mandat local et qui plus est, n'en exerceront plus en même temps. Ce qui là est une nouveauté. C'est une nouveauté importante qui va faire que les parlementaires vont être ici, sur Paris, beaucoup plus. Et donc, ils vont vouloir être de vrais parlementaires. C'est-à-dire que tous ces parlementaires qui ne trouvaient, au bout du compte, pas réellement leur bonheur dans le métier de parlementaire parce qu'ils n'arrivaient pas à faire passer ce qu'ils voulaient faire passer et qui se repliaient sur leur mandat local, ces parlementaires, ils devront rester sur Paris et ils souhaiteront, probablement, on peut l'espérer en tout cas, c'était l'un des objectifs affichés de la réforme, ils vont tenter d'exercer à fond ce mandat de parlementaire. La vraie question, c'est du coup, est-ce que le gouvernement va leur en laisser les moyens, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, va leur donner les moyens d'être des législateurs. Et un dernier point, ce que vous disiez également, et ça rejoint un peu la question de l'évaluation également, c'est des moyens en termes de place politique, d'opportunité politique, c'est également des moyens en termes d'expertise. C'est-à-dire que l'administration parlementaire ne peut pas tout. Elle ne peut pas se substituer à l'ensemble de l'administration. Elle est très normative aussi. Et les collaborateurs parlementaires sont relativement peu nombreux pour un sénateur ou un député par rapport à leurs collègues allemands, exactement. 24 000 euros par mois pour payer ses collaborateurs parlementaires en Allemagne, un véritable cabinet, 6 000 euros en France. C'est un vrai problème. Et on est sous la coupe de l'administration. Le nombre de fois on vous dit, monsieur le sénateur, vous avez une très bonne idée, parce qu'on nous parle toujours respectueusement. Oui, mais on est dans un contexte aussi, André Gattolin, où on a vu les différentes affaires qui ont aux assistants parlementaires. Il y a beaucoup de suspicions aussi autour de ça, une pression forte de l'opinion publique. En Allemagne, les comptes... Ça serait peut-être mal vu d'augmenter justement le nombre d'assistants parlementaires. Je ne crois pas. Si on diminue le nombre de parlementaires, il faut augmenter leur équipe. Quand je lis des statistiques sur Internet complètement idiotes qui disent il n'y a que 100 sénateurs ou 250 ou 300 membres du Congrès, il y a des parlements dans chacun des États américains. Et je peux vous dire
Un parlementaire est un vrai contre-pouvoir, ce qui n'est pas Jean-Bart, possible. ensuite Un Jean-Philippe parlementaire Moinet. américain a 16 collaborateurs. Enfin, mes chiffres sont lointains. Parce que 16, oui, maintenant c'est même pas. C'est 20, 16 30, oui, pour un voilà. sénateur. Mais au Sénat, par exemple, je crois qu'il a 16 collaborateurs et sur le terrain, il en a au moins autant. Donc il a une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent avec lui. Et moi, j'ai toujours considéré, que les parlementaires, contrairement à ce qu'on dit, sont pas bien rémunérés, et deux, ils manquent de moyens pour travailler correctement. Et le vrai enjeu sur cette question qui est exploitée, comme on le sait, par les nationaux populistes de toutes sortes, qui mettent le Parlement au cœur de leur cible régulièrement. Mais c'est que, en fait, l'enjeu, c'est celui du contrôle, c'est pas celui des moyens. Les moyens sont trop faibles en France. La démocratie parlementaire a un coût, il faut le dire avec courage, et peut-être développer les moyens dont disposent les parlementaires, sénateurs comme députés, tout en ayant des mesures restrictives quant au contrôle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrôle a posteriori de l'utilisation des moyens et non pas des moyens eux-mêmes qui sont trop réduits en France. Et c'est vrai qu'il va y avoir un apprentissage en accéléré d'une série de nouveaux députés liés à la fois à la restriction du cumul et à la force de renouvellement qu'incarne le mouvement République En Marche. Et tout ça va permettre peut-être de rationaliser aussi le débat parlementaire. Il faut espérer aussi qu'il y ait à la fois du débat pluraliste au sein du République En Marche et ailleurs. Et le bicamérisme permet cette pluralité d'ailleurs dans les institutions parlementaires. Et en même temps accélérer le tempo pour qu'il y ait à la fois débat et des positions tranchées et des décisions qui soient ensuite évaluées. Et c'est vrai que l'expertise venant de la société civile est intéressante aussi parce que des gens qui sont issus de la vraie vie ont l'habitude d'évaluer ce qu'ils font, notamment quand il s'agit du monde de l'entreprise. Rien n'est écrit, on verra ce que ces nouveaux parlementaires font de cette mandature. Néanmoins, quand même, on voit bien que le chef de l'État a une idée assez précise, puisqu'il a fait signer, si je ne me trompe pas, un document à tous les candidats dans lesquels il s'engage sur l'honneur à adhérer aux valeurs portées par En Marche, et s'ils sont élus, à soutenir le plan de transformation et à signer le contrat avec la nation. Je connais votre sens. Ça n'existe pas d'un point de vue constitutionnel. Mais alors voilà, j'allais vous poser la question. Article 27 de la Constitution, le mandat grâce au ciel n'est pas impératif. J'ai toujours pensé que c'était vraiment une chose géniale dans la Constitution. Parce que sinon, on ne peut pas gouverner en fonction des circonstances qu'avant. J'ai souvent voté différemment de mon groupe politique. Je voulais vous poser une question, puisque vous avez une sensibilité En Marche. Est-ce que c'est constitutionnel de faire signer ça ? On peut faire signer absolument ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait signer à un candidat le fait, par exemple, qu'il va reverser s'il est élu à son parti. Mais il fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas, personne ne peut le poursuivre. Non, c'est une façon de dire, il y a une cohérence. C'est vrai que... Donc on aura des parlementaires, des députés Godillot Non, mais je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, qu'il... Il y a toujours une inquiétude aussi sur des gens qui découvrent la politique, où les gens vont vouloir exister. Moi, ce qui me fait le plus peur dans cette nouvelle Assemblée, c'est vrai qu'il y a un déficit des classes moyennes et populaires, mais ça a toujours été le cas, parce que les classes moyennes et populaires, c'est tellement d'enseignants. Enfin, on pouvait espérer quand même un vrai renouvellement. Vous allez dans les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est des enseignants, il n'y a personne qui parle de culture, on parle que d'éducation. Mais ce qui me fait peur, c'est ceux qui sont chefs d'entreprise et qui ont décidé et qui vont être élus, ils vont se rendre compte qu'ils ont rien comme pouvoir par rapport au pouvoir qu'ils ont en entreprise. Je pense que leur suppléant va très vite ou leur suppléante est appelée à se substituer. Benjamin Morel. Alors, oui, sur les godillots, là vous avez absolument raison. En fait, ça va être très intéressant de voir. On a des parlementaires qui en fait doivent tout à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont été cherchés par le nouveau président de la République et voilà. Donc est-ce qu'ils vont le suivre aveuglément ou est-ce que justement, parce qu'ils n'ont pas réellement de carrière politique pour la plupart dans leur dos, est-ce qu'ils vont se sentir libres de dire finalement, si je ne suis pas réinvesti la prochaine fois, je fais ce que je veux. Donc là, ça va être quelque chose, je n'ai pas la réponse, mais ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Ensuite, un groupe majoritaire, c'est un gros bateau à rame, c'est-à-dire que c'est une trième, si vous voulez. Si il y a assez de discipline dans le groupe pour ramer dans le même sens, à ce moment-là, on peut le faire filer sur l'eau. Et on peut aller éventuellement même contre le gouvernement, faire avancer des choses au sein du Parlement. Le groupe majoritaire, potentiellement, a un pouvoir gigantesque.
En revanche, si tout le monde rame dans un sens inverse, à ce moment-là, normalement, le bateau coule. Moi, j'attends qu'on trouve la salle de réunion de 400 personnes à l'Assemblée nationale pour réunir. On va se retrouver comme dans tous les grands groupes où il y aura des délégués et il y aura une hiérarchie qui se créera dans le groupe. De toute façon, ce qu'ils ne savent pas, la plupart, quand je discute avec eux, c'est dans quelle commission ils vont aller. Ils ne savent pas que c'est pas tout à fait eux qui choisissent la commission et que les choses vont se décider dès la semaine prochaine. Et il y en a qui me disent, on en parlera plus tard. Par le président de la République. Exactement. C'est-à-dire choisi alors par le président de la République, je suis pas sûr qu'il descende à ce détail près. Il a l'air de vouloir descendre dans les détails parce qu'il a quand même vécu une expérience douloureuse et à mon avis dont il tire les leçons. C'est ce que François Hollande lui-même, parlementaire aguerri, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, a connu avec son groupe parlementaire puissant, majoritaire, mais qui s'est divisé et les frondeurs et qu'il a quand même beaucoup contrarié dans la gestion de son quinquennat. Donc je pense que Emmanuel Macron sera très soucieux de regarder qui fait quoi à l'Assemblée pour éviter de connaître les mêmes désagréments, voire... Effectivement, et on va voir aussi comment pourra se concilier finalement deux impératifs qui sont a priori opposés, que veut sans doute incarner lui-même Emmanuel Macron et son gouvernement en rapprochant des gens venus d'horizons très différents, avec LR, gauche, écologie politique, avec Nicolas Hulot, et aussi des acteurs de la société civile au sein du gouvernement. C'est à la fois de répondre à une aspiration de représentation maximale, mais aussi, et c'est sa culture propre par rapport, qui tranche avec celle de François Hollande, c'est celle de la décision et de l'efficacité, en tout cas prétendue telle ou annoncée comme telle. Et donc ce double impératif devra faire, ça fait aussi cette particularité de la fonction présidentielle qu'il veut incarner de manière jupitérienne, tout en ayant plutôt une culture, on va dire, venue de Michel Rocard, par exemple, qui était celle de l'horizontalité, des réseaux qu'incarne le mouvement République En Marche. Donc c'est une sorte de symbiose entre une sorte d'horizontalité démocratique et une volonté centralisatrice, parfois dirigiste. C'est un Jupiter donnant ou saisi par les délices de donc la majorité parlementaire va apprendre cette contradiction et voilà. Il y a une chose qui a été dite tout à l'heure, c'est que ces futurs députés devront tout à Emmanuel Macron. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'Emmanuel Macron, j'ai eu la chance d'échanger souvent avec lui parce que c'est quelqu'un qui aime le dialogue en début, en fin d'hémicycle ou dans les réunions, il vous envoie des petits mots. Il a conscience qu'il doit beaucoup aussi à ce mouvement. Alors, peut-être pas aux alliances qu'il a construites, mais la préoccupation des groupes locaux, moi je suis assez étonné dans mon département, des réunions, alors qu'il n'y a pas une grande... Dans les deux sens, vous pensez l'allégeance 250, 300 personnes qui sont organisées, qui travaillent, alors qu'ils font de la politique peut-être un peu différemment, etc. Tout ça, ça existe. Et il va avoir besoin de ces gens-là, parce que c'est très facile à un moment, quand vous avez une majorité large, on verra dans un an, ou dans 2 ans, dans quelle situation, politiquement, dans l'opinion, le président et son gouvernement se trouvera. Donc il a intérêt quand même à soigner les gens qui ont fait son succès. Benjamin Morel. Ceux qui ont fait des élus parlementaires. Et on arrive au terme de ce débat, Benjamin Morel. Alors oui, mais en même temps, c'est vrai que cette majorité, elle va être difficile à tenir pour plusieurs raisons. D'abord, en effet, parce que ce sont des novices qui n'ont pas forcément l'habitude de la discipline partisane. Parce que ce sont des novices qui ne vont pas rechercher, comme je disais tout à l'heure, une investiture pour la prochaine élection. Certains sans doute, peut-être pas tous. Enfin, quand vous avez une large majorité, c'est très bien, ça vous donne une grande assise. En même temps, ça déresponsabilise. Vous pouvez lâcher le gouvernement sur tel ou tel sujet. Et donc, résultat, il y a un danger qu'il y ait une forme d'éparpillement qui se crée. Ensuite, encore une fois, ce qui va jouer, à mon avis, c'est la fin du cumul des mandats. Et ces parlementaires qui vont végéter ici s'ils n'ont pas de réelle capacité d'influer la législation, le débat public, etc. Et on peut penser l'inverse quand même. Oui, alors j'espère. Moi, pour tous ces nouveaux députés, je leur conseille de lire le de mon ami Fautorino. On fait un petit peu de publicité, vous avez raison, Denis Jean-Marc. Non, on peut penser le contraire, parce qu'il y a aussi l'enjeu de responsabilité des acteurs qui sont peut-être novice, mais qui dit novice ne veut pas dire absence de sens de la responsabilité, voire le contraire. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément désabusés par 10, 15, 20 ans de carrière politique. Et donc il peut y avoir aussi l'idée de réussir. Alors peut-être pas dans... Il y a la volonté de réussir, mais il y a la volonté d'agir. Est-ce que le gouvernement va laisser la place à ces parlementaires d'agir? Et s'il ne leur laisse pas la place, enfin une majorité frustrée
de Thermidor à François Hollande, on a vu que c'était une majorité qui n'était pas forcément la plus docile. Et donc, il y a un danger. Ça sera le mot de la fin, Benjamin Morel. Merci.